Bienvenue, chers amis, dans ce récit de vie poignant, j'ai nourri mon beau-frère pendant 13 ans jusqu'à son doctorat. Le jour de son mariage, je fus la seule oubliée. 3 jours plus tard, ma belle-mère m'a appelé pour me dire « Achète une Mercedes classe S à 100 000 € pour que ton frère puisse aller travailler. » Je n'ai dit qu'une phrase, et elle s'est effondrée, tremblante, avant de s'évanouir. Ce jour-là était un samedi. J'aurais dû être chez moi à me reposer, ou du moins à préparer un bon bœuf bourguignon pour le dîner. Mais une commande urgente pour des clients de province m'interdisait de quitter des yeux la chaîne de production de mon atelier de confection en Normandie. La poussière de tissu flottait dans l'air, s'accrochant à mes cheveux attachés à la hâte et à mon t-shirt dont les épaules étaient déjà usées. J'ai essuyé la sueur de mon front, me promettant de finir ce lot pour rentrer tôt. Mon cœur était pourtant lourd, préoccupé par l'histoire de Léo, le jeune frère de mon mari. Ce matin-là, Stéphane, mon époux, s'était levé aux aurores pour repasser le costume bleu nuit que je venais de lui offrir le mois dernier. Il m'avait dit qu'aujourd'hui, Léo organisait une petite cérémonie pour annoncer la bonne nouvelle, un simple repas entre amis proches et quelques représentants de la famille venus de notre village en Provence. J'avais proposé de venir pour aider en cuisine, mais Stéphane avait immédiatement balayé ma proposition. Il m'avait dit « Non, chérie, laisse tomber. La famille de la mariée, ce sont des intellectuels, des descendants d'académiciens, ils aiment l'intimité. Léo a dit qu'il n'invitait que les hommes pour boire un verre et discuter affaires. Si les femmes viennent, ça fera juste plus de désordre à nettoyer. Reste à l'atelier t'occuper des commandes. » Je faisais confiance à mon mari, et pensant au caractère strict et cérémonieux de sa belle famille, je n'avais pas insisté. J'avais dit à Stéphane de ne pas oublier de remettre l'enveloppe contenant 500 € que j'avais préparée pour Léo, en guise de cadeau de notre part. Stéphane avait hoché la tête, l'air pressé, puis avait démarré sa voiture, me laissant avec une inquiétude vague que je ne parvenais pas à nommer. Depuis 13 ans, depuis le jour où je suis entré dans cette famille en tant que belle-fille, tout, absolument tout, du moindre bol aux frais de scolarité de Léo, était passé par mes mains. Et pourtant, pour le grand jour de son frère, j'étais devenu la personne de trop. Alors que j'étais occupé à couper les fils qui dépassaient, le bruit de frein crissant devant l'atelier me fit sursauter. C'était une cliente régulière, une grossiste en vêtements qui venait du même village que mon mari. Elle entra avec un visage où se mêlaient panique et curiosité. Elle me scana de la tête aux pieds avant de s'écrier « Mais enfin, Sandrine. Aujourd'hui, ton beau-frère célèbre le plus grand mariage de la région au grand château de la Loire, et toi, la belle-sœur, tu es assise ici à ramasser des bouts de fil ?» Je restai interdite un instant avant d'éclater de rire et de faire un geste de la main. « Vous plaisantez, Léo fait juste une petite cérémonie d'annonce. La belle famille est très discrète, il n'est pas question d'un château 5 étoiles. » La cliente me regarda avec pitié, sortit son téléphone, fit défiler l'écran rapidement puis me le colla sous le nez, la voix pleine de gêne. « Une petite annonce ? Tu parles. C'est un mariage grandiose avec des centaines d'invités. Tu ne le savais vraiment pas ou tu fais semblant ? Tout le village regarde le direct sur les réseaux sociaux, là. » Je me figeai, les yeux rivés sur l'écran du téléphone. Une scène somptueuse, inondée de fleurs fraîches, apparut. La lumière des lustres en cristal illuminait les mots « Heureux mariage », formés par des roses blanches d'une élégance rare. Dans le cadre, Monique, ma belle-mère, se tenait là, rayonnante et majestueuse dans une robe en velours rouge sombre ornée de perles cousues main. C'était la robe que j'avais fait faire sur mesure pour son anniversaire l'année dernière. Elle avait critiqué la couleur, disant qu'elle faisait vieille, et l'avait rangée au fond de son armoire. Pourtant, aujourd'hui, elle la portait, riant aux éclats à côté des mariés. Je vis Stéphane debout juste derrière sa mère, un verre de grand cru de Bordeaux à la main, souriant largement en posant pour les photos avec les invités. Toute la famille, les oncles et tantes venus de Provence, tout le monde était là, paré de ses plus beaux atours. Il ne manquait que moi et mon fils. Une sensation de froid glacial parcourut mon dos, se propageant jusqu'au bout de mes doigts tremblants. Je ne suis pas de nature soupçonneuse, mais la vérité s'étalait devant mes yeux avec une telle crudité que je ne pouvais trouver aucune excuse pour eux. À cet instant précis, la voix du maître de cérémonie résonna dans les haut-parleurs. « J'invite le représentant de la famille du marié à dire quelques mots. » Monique prit le micro, sa voix claire et pleine de fierté. « Notre famille est peut-être petite, mais nous avons des principes et de l'éducation. Depuis toujours, mes enfants sont des intellectuels, travaillant dans l'administration ou les bureaux, sans jamais être souillés par la poussière du commerce ou des marchés.
Aujourd'hui, mon plus jeune fils, docteur en économie, s'unit à une fille de lignée académique, et j'en suis comblé. Ces paroles furent comme un seau d'eau bouillante jeté en plein visage. Sans jamais être souillé par la poussière du commerce. Ainsi, à ses yeux, mon travail, mon atelier, ces gouttes de sueur salée que j'avais versées pour nourrir Léo et payer ses études pendant 13 ans, n'étaient que de la poussière qu'il fallait cacher. Moi, la belle-sœur qui avait vendu chaque mètre de tissu, économisé chaque centime pour que son beau-frère puisse un jour réussir, j'étais devenu une tâche honteuse qu'il ne fallait pas laisser apparaître dans le tableau parfait de leur famille. Le téléphone faillit me glisser des mains. La cliente, voyant mon visage blême, rangea précipitamment son appareil, balbutia quelques mots de réconfort et s'éclipsa. Je restai assise, hébétée, au milieu des piles de vêtements. Le bruit des machines à coudre s'était tu, mais dans ma tête, les applaudissements et les félicitations du direct résonnaient encore, stridents et d'une ironie cruelle. Je ne pleurais pas. Les larmes semblaient avoir coulé vers l'intérieur, formant un bloc de glace qui écrasait ma poitrine. Il s'avérait que mon sacrifice n'était pas inestimable, il était invisible. La nuit était tombée, la lumière jaune des réverbères passait à travers les volets, dessinant des ombres allongées sur le carrelage froid. J'étais assise, recroquevillée dans le salon de notre maison de campagne, devant mon téléphone qui repassait en boucle la vidéo du mariage que j'avais téléchargée. Mon fils dormait déjà profondément dans sa chambre. Le pauvre innocent pensait que son père rentrait tard d'une réunion d'anciens élèves, ignorant que toute sa famille paternelle faisait la fête sans lui. Passé 11 heures du soir, le bruit d'une voiture s'arrêtant devant le portail, puis le cliquetis de la clé dans la serrure se firent entendre. Stéphane entra, apportant avec lui un courant d'air froid mêlé à une forte odeur d'alcool et de parfum coûteux imprégnés sur sa veste. Il tituba légèrement, et en me voyant assise là, immobile comme une statue, il sursauta, manquant de laisser tomber son trousseau de clés. Stéphane eut un rire nerveux, essayant de masquer la situation comme à son habitude. « Tu ne dors pas encore, chérie ?» Les retrouvailles de promo étaient si joyeuses, les vieux copains ne voulaient plus me lâcher. Je ne répondis pas. Je lançai simplement mon téléphone sur la table basse en verre, produisant un bruit sec. L'écran s'alluma, pile au moment où Monique levait son verre pour trinquer avec sa belle famille. Son sourire était éclatant. Stéphane regarda l'écran, et le sourire sur ses lèvres s'éteignit instantanément. Son visage, rouge à cause du vin, devint blême en une seconde. Il resta cloué sur place, sa main cherchant maladroitement la poche de sa veste où dépassaient quelques enveloppes rouges d'étrennes. Je le regardai droit dans les yeux, ma voix rauque mais articulant chaque mot. « Tes retrouvailles étaient au grand château de la Loire ? Une réunion de classe avec ta mère, Léo et toute notre lignée. Pourquoi m'as-tu menti ?» Stéphane savait qu'il ne pouvait plus nier. Il laissa échapper un soupir, s'effondra sur le fauteuil en face, évitant mon regard. Il bafouilla, la voix coincée dans la gorge. « Sandrine, calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Maman et Léo ont dit que la famille de sa femme est une lignée d'intellectuels, son père est directeur d'un institut de recherche. Les invités étaient tous des gens de la haute société. Toi. Tu travailles dans le commerce, tes mains sont toujours pleines de poussière de tissu. Maman avait peur que ton apparition ne fasse perdre la face à Léo devant sa belle famille. » J'éclatai de rire, un rire amer qui jaillit de ma poitrine douloureuse. Je demandai, perdre la face ? Pendant 13 ans, qui s'est cassé le dos pour gagner l'argent qu'il a nourri et instruit ? Qui a couru partout pour trouver chaque euro pour qu'il puisse étudier à l'étranger ? Pour qu'il ait cette étiquette de docteur pour épater la galerie ? Quand il prenait mon argent, ta mère et Léo ne trouvaient pas ça honteux, n'est-ce pas ? Pourquoi quand ils ont besoin d'argent, mes mains sentent bon, mais quand vient la gloire, je pue ? Stéphane se prit la tête entre les mains, l'air misérable d'un homme pris entre deux feux mais trop lâche pour choisir son camp. Il tenta de se justifier. « Je sais que c'est injuste pour toi, j'ai essayé de te défendre, mais maman était trop ferme. Elle a dit d'attendre que tout soit fini, Léo viendra s'excuser après. Tu es l'aîné, sois un peu indulgente, endure un peu pour la paix du ménage. Si tu fais un scandale maintenant, les gens vont se moquer. » Endurer ? Je répétais ce mot, sentant un goût âcre envahir ma bouche. Je me levai, m'approchai de Stéphane et fixai la veste coûteuse qu'il portait. Je demandai, « Et l'argent pour acheter cette veste que tu portes, l'argent pour acheter l'alliance que Léo a au doigt, c'est l'argent de qui ? » C'est l'argent de la commerçante, Stéphane.
Tu me dis d'endurer? J'ai enduré pendant 13 ans. Je me suis privé de manger, de m'habiller, de voyager, je me suis privé des besoins les plus élémentaires pour injecter de l'argent dans cette famille. Et le résultat? Le mépris. L'effacement total. Stéphane garda le silence, la tête basse, n'osant pas répondre. Il connaissait trop bien mon caractère. D'ordinaire, je suis douce et patiente. Mais une fois la limite franchie, je deviens plus dur que la pierre. Je ne hurlais pas, je ne cassais rien. Je sentais juste un dégoût monter et m'étrangler la gorge. Je lui tournai le dos et me dirigeai vers la chambre, laissant Stéphane seul au milieu du salon glacial. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je ne versai plus une seule larme. La douleur initiale avait laissé place à une lucidité froide. Je me levai, allai vers le coffre-fort dans le coin de la pièce et composai le code habituel. À la lueur de la lampe de chevet, je sortis de vieux carnets de notes et des piles de relevés de virements jaunis par le temps. Chaque page, chaque chiffre dansait devant mes yeux, me rappelant les années de ma jeunesse exploitée cruellement. Je commençai à feuilleter, non pour me souvenir, mais pour faire les comptes. 3 jours après ce mariage invisible, l'atmosphère chez moi était étouffante, comme avant un gros orage. Je gardais une attitude étrangement calme. Le matin, je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner et emmener mon fils à l'école, puis je partais à l'atelier jusqu'au soir. Je ne prononçais pas un mot de reproche à Stéphane. Ce silence a peut-être laissé croire à mon mari que je m'étais calmé, ou qu'il pensait que j'étais si faible que j'avais accepté cette excuse insultante de « peur de perdre la face ». Stéphane recommençait à être joyeux. Hier soir, il sifflotait même en arrosant les plantes sur le balcon, comme si ma blessure n'avait jamais existé. Alors que j'étais occupé à vérifier un nouveau lot de tissus, le téléphone dans la poche de mon tablier vibra violemment. L'écran affichait 2 mots, « Belle maman ». Ce nom qui, autrefois, me faisait décrocher précipitamment par devoir filial. Mais aujourd'hui, en voyant ces mots, je sentis ma poitrine lourde comme de la pierre. Je pris une grande inspiration, époussetai les morceaux de tissu sur mes mains et décrochai, mettant le haut-parleur pour continuer mon travail sur la table de coupe. La voix de Monique résonna, sans la moindre gêne ni culpabilité concernant l'invitation oubliée. « Allô Sandrine? Qu'est-ce que tu fais? L'atelier a beaucoup de travail ces temps-ci? Dis-moi, pour l'autre jour, j'en ai parlé avec Stéphane. Tu es une belle fille intelligente, je suis sûr que tu ne nous en veux pas, n'est-ce pas? Je t'appelle pour une chose plus importante. » J'arrêtai mes ciseaux. Le bruit du métal contre la table en bois résonna sèchement. Je répondis, la voix neutre, « Oui, je vous écoute. » Allez-y. Je suis occupé à gagner de l'argent, je n'ai pas le temps d'en vouloir au monde entier, maman. Monique ne sembla pas percevoir l'ironie, ou elle choisit de l'ignorer pour arriver à ses fins. Elle adoucit sa voix comme si elle versait du miel. Voilà ma fille, Léo vient de se marier et il travaille dans un grand institut, il a un poste important. Le souci, c'est que ses collègues roulent tous en voiture de luxe, sa belle famille est prestigieuse, et lui, il continue d'aller travailler avec sa vieille Citroën 2CV, ça fait vraiment pitié. J'ai entendu dire que la Mercedes classe S est magnifique, très classe, ça irait bien avec la stature de docteur de ton frère. Je restai figé, croyant avoir mal entendu, mais la voix de Monique continuait, régulière et cruelle, « Cette voiture ne coûte qu'environ 100 000 €, ma fille. Tu es l'aînée. Ton atelier marche bien, l'argent doit moisir dans ton coffre. Je pensais que tu pourrais lui en acheter une, comme un cadeau de mariage en retard, pour qu'il puisse briller devant sa belle famille et pour que notre famille ait la réputation d'avoir les moyens de prendre soin des siens. » Son impudence était telle que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Mon rire résonna dans l'atelier silencieux, strident et tragique. Ils ne m'avaient pas invité par peur que je leur fasse honte, mais quand il fallait de l'argent pour financer leur vanité, ils se souvenaient tout de suite de la « commerçante ». Monique ajouta une phrase finale, craignant mon refus, « Une fois la voiture achetée, je dirai à Léo de t'emmener chez tes beaux-parents pour les saluer, ça compensera pour le mariage. » Comme ça, tout le monde est content. La colère me monta à la tête, mais je me sentis étrangement calme. Je pris le téléphone et articulai distinctement, « Maman, je croyais que vous aviez peur que je fasse honte à votre famille d'intellectuels? Mon argent vient de la vente de tissus, il sent l'huile de machine et le marché, comment pourrait-il être digne d'acheter une voiture de luxe pour un docteur? Si jamais il s'assoit dedans et qu'il attrape mon odeur de sans diplôme, le pauvre.
À l'autre bout du fil, le silence se fit. La respiration de Monique devint lourde. Je ne lui laissai pas le temps de répondre, mais puisque vous proposez, laissez-moi refaire mes comptes. En 13 ans, j'ai payé ses livres, ses frais de scolarité, ses études à l'étranger. Total, intérêt et capital compris, ça doit bien valoir 10 voitures comme celle-là. Et si vous disiez à Léo de me rembourser tout ça, et ensuite je prélèverais une partie pour lui offrir la voiture? Qu'en pensez-vous? Monique bégaya, toi. Tu comptes les sous avec ton propre frère? Tu es sa sœur, tu dois l'aider, pas être un usurier. Je la coupai, la voix glaciale, préparer l'argent pour me rembourser, et j'achèterai la voiture. Au revoir, maman. Je raccrochai brutalement et jetai le téléphone sur le tas de chutes de tissu. Pour la première fois en plus d'une décennie de patience, j'avais osé raccrocher au nez de ma belle-mère. Le tremblement initial laissa place à une étrange euphorie. Ce soir-là, Stéphane rentra plus tôt que d'habitude. À peine passé la porte, me voyant dresser la table, il soupira longuement, le visage aussi froissé que s'il avait avalé un citron. Je savais que Monique l'avait appelé pour se plaindre, elle avait sûrement exagéré pour me faire passer pour une belle fille insolente. Mais je l'ignorais, servant tranquillement mon fils, comme si je ne voyais pas l'attitude de mon mari. Stéphane s'assit, ne prit pas ses couverts mais me fixa. « Sandrine, qu'est-ce que tu as dit à maman aujourd'hui? Elle m'a appelé en pleurant, disant que tu l'as humiliée, que tu réclames des dettes à Léo. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux mettre le feu à la maison alors que tout allait bien? » Je posai mon bol, regardant mon mari dans les yeux. « Tu appelles ça tout allait bien? Ta mère exige que je sorte 100 000 € pour acheter une voiture à ton frère pour qu'il frime. Alors qu'à son mariage, je n'étais même pas invité. Tu trouves ça normal? » Stéphane claqua la langue, adoptant ce ton conciliant qu'il utilisait pour m'endormir depuis des années. « Maman est vieille, elle s'inquiète trop, c'est pour le bien de Léo. Il vient de se marier, sa belle famille est prestigieuse. S'il n'a pas une voiture correcte, les gens vont le mépriser. Et s'il le méprise, c'est toute la famille qui est visée, toi et moi y compris. Tu as une situation solide, aide-le un peu. Quand il réussira, il te le rendra. Aider un peu? » Je ris. Un rire si perçant que mon fils leva les yeux, effrayé. Je lui dis d'aller finir son repas dans sa chambre puis je me tournai vers Stéphane. « 100 000 €, c'est un peu pour toi? Sais-tu combien de poussière j'ai dû respirer pour gagner ça? Combien de nuits blanches? Tu me dis de préserver l'image de ta famille. Et ma dignité à moi. 13 ans à me courber l'échine pour lui, et le jour de sa gloire, je suis invisible. Maintenant, je dois payer pour sa vanité? Tu me prends pour une idiote? » Stéphane, à court d'arguments face à mes questions, s'accrocha à sa fierté mal placée et à sa défense aveugle de la famille. « D'accord, pour le mariage, c'était une erreur, je m'excuse. Mais comprends, la belle famille de Léo, ce sont des professeurs, des hauts fonctionnaires. Ils jugent sur l'apparence. Toi, tu es dans le commerce, franchement, c'est un métier manuel. Si tu apparais, ça fait jaser. Lui acheter cette voiture, c'est pour ses relations. S'il monte en grade, tout le clan en profite. » Je regardais Stéphane comme un étranger. Au fond, mon mari aussi pensait que mon métier était inférieur, honteux. Alors que c'était ce métier, manuel, qui nourrissait toute sa famille, qui payait sa veste et sa voiture. Je réalisais avec amertume à quel point j'avais vécu avec un homme ingrat. S'il monte en grade, tout le clan en profite? Je hochai la tête, le regard tranchant. Je n'ai encore vu aucun profit, juste des factures à payer. Ton étiquette d'intellectuel, Stéphane, sans l'argent de la commerçante pour la soutenir, ce n'est qu'une coquille vide. Arrête avec tes leçons de morale, j'en ai la nausée. Stéphane resta sidéré. Il ne m'avait jamais vue aussi résistante. Il voulut répliquer, mais voyant ma détermination, il se tut, avala quelques bouchées et s'enferma dans la chambre. Le dîner fut glacial, comme mon cœur, fissuré de toutes parts. Le lendemain après-midi, l'atelier était en effervescence. Je transpirais à grosses gouttes en vérifiant les stocks avant le départ du camion quand mon téléphone sonna. Un numéro inconnu, mais une suite de chiffres qui suggérait quelqu'un d'important. Je décrochai. Une voix féminine, douce mais hautaine, résonna. « Allô, c'est bien le numéro de Sandrine? C'est Chloé, la femme de Léo. » Je marquai un temps d'arrêt.
C'était la première fois que cette belle-sœur de la haute société m'appelait. Je répondis calmement, oui, c'est moi. Tu as besoin de quelque chose? Chloé eut un petit rire cristallin qui me fit froid dans le dos. Sandrine, j'ai entendu maman parler de la voiture pour Léo. Elle dit que tu hésites, alors je t'appelle pour qu'on discute. Tu sais, Léo a beaucoup de potentiel, mais il lui manque l'apparence pour asseoir sa crédibilité. De nos jours, l'habit fait le moine. S'il va voir des gros clients avec sa vieille 2CV, qui lui fera confiance? Investir dans une Mercedes maintenant, c'est miser sur l'avenir. Tu es dans les affaires, tu comprends la notion d'investissement, non? Je sentis la colère monter. Une gamine qui ne m'avait jamais offert un gâteau ni appelé « belle-sœur », le jour de son mariage me donnait des leçons d'investissement avec mon propre argent. L'impudeur était héréditaire ou contagieuse dans cette famille. Je répondis sèchement, « Chloé, tu parles bien. L'investissement c'est bien, mais la première règle, c'est d'avoir du capital. Mon capital, c'est ma sueur. Je n'investis que là où c'est sûr ou là où il y a du respect. L'investissement a sens unique pour la vanité des autres, je passe mon tour. Tu es sa femme, si tu veux qu'il réussisse, investis ton propre capital. Ta famille est riche, non? Une voiture à 100 000 euros, ce doit être de l'argent de poche pour toi. Silence à l'autre bout. Chloé perdit sa douceur feinte, Sandrine, tu manques de vision. Je t'appelle par respect pour ton rang d'aîné, pour que tu puisses contribuer à la famille, sinon mes parents pourraient m'acheter 10 maisons s'ils voulaient. Mais c'est une question de fierté pour la famille de Léo. Si tu es si riche mais si radine, je comprends pourquoi Léo avait honte de t'inviter. Cette pique toucha une corde sensible, mais elle éveilla aussi un soupçon. Si sa famille était si riche, pourquoi s'abaisser à appeler la belle-sœur, commerçante, pour mendier une voiture? Les vrais riches ont de l'amour-propre. Je ricanai, alors demande à tes parents. Je préfère passer pour une radine que pour une idiote. Je garde mon petit argent pour mes vieux jours, je n'ose pas rivaliser avec votre haute société. Salut. Je raccrochai. Mais le doute s'installa. Il y avait quelque chose qui clochait. Ce soir-là, l'ambiance à la maison était électrique. Stéphane rentra, le visage sombre, et alla directement fouiller dans le tiroir de la table de nuit. Je pliai le linge. Normalement, tout est au coffre, mais nous avions un livret d'épargne commun avec 20 000 euros pour les dépenses courantes dans ce tiroir. Voyant Stéphane saisir le livret comme une bouée de sauvetage, je bondis. « Qu'est-ce que tu fais ?» Stéphane tira de son côté, « Donne-moi ça. » Maman vient d'appeler, elle dit que si on ne trouve pas la voiture, elle ne pourra plus regarder sa belle famille en face. Je prends ça pour la compte. Je t'emprunterai le reste plus tard. Ne sois pas égoïste, sauve maman. Égoïste? Je serrai le livret, mes ongles s'enfonçant dans le carton. Cet argent est pour notre fils, pour les urgences. Tu veux le jeter par la fenêtre pour leur vanité? Stéphane hurla, le visage cramoisi, je suis le fils aîné. Ma mère m'a élevé. Si je ne peux pas faire ça, je suis un ingrat. Si tu ne me le donnes pas, je défonce le coffre-fort. Je vendrai cette maison s'il le faut. Sa folie fut la goutte d'eau. Je reculai, mon regard passant de la colère à une froideur glaciale. Je levai le livret, d'accord. Tu veux vendre la maison? Alors divorçons, tout de suite. Stéphane se figea. Le mot « divorce » tomba comme un coup près. Tu me menaces? Bégaya-t-il. Je ne menace pas. Si tu touches à 1 centime pour Léo, demain je dépose la demande. On partage tout. Je garde mon fils. Tu feras ce que tu veux de ta part. Je préfère être mère célibataire que vivre avec un homme qui privilégie la fierté de son frère à l'assiette de son enfant. Stéphane baissa les bras, vaincu par ma détermination. Le silence dans la chambre était terrifiant. Je savais que je devais enfoncer le clou. Je posai le livret, pris une grande inspiration et dis, « Tu n'as pas besoin de casser le coffre. Tu veux savoir pourquoi je garde mon argent? Assieds-toi. Je vais te montrer sur quoi est bâtie la gloire de ton frère. » Je sortis un dossier épais du bas de mon bureau. Ouvre. C'est le relevé détaillé de tout ce que j'ai payé pour Léo. Tu es ingénieur, tu sais compter. Stéphane,
tremblant, ouvrit le dossier. Les frais de scolarité du lycée, l'ordinateur portable, le loyer à Paris, puis les sommes colossales pour l'étranger. Billets d'avion, caution, cadeaux pour les professeurs. Même l'argent pour emmener ses petites amies en voyage. Je m'adossai à l'armoire, regarde bien la dernière page. Total, 105 000 €. C'est le prix de la voiture que ta mère réclame. Léo l'a déjà dépensé. Stéphane leva les yeux, horrifié. Comment? Comment c'est possible? Je tournai les pages, 2 000 € pour valider son anglais. 5 000 € de billets d'avion pour ses retours. 1 200 € pour un sac à main offert à une ex. Tu sais que quand j'ai viré cet argent, ton fils portait des chaussures trouées? Chaque mot était un coup de poignard dans sa conscience. Stéphane tenta une dernière défense faible, mais c'est mon frère. J'ai promis à papa. Je m'assis face à lui, la voix basse, je ne regrette pas de l'avoir aidé. Je le considérais comme mon frère. Mais quand il m'a rayé de son mariage, a-t-il pensé à la fraternité? Quand il me demande 100 000 € après m'avoir humilié, où est la famille? J'ai payé 105 000 € pour recevoir du mépris. Ça suffit. Cette dette, je l'efface, je ne lui demande rien. Mais à partir de maintenant, plus un centime. Je repris le livret et le mis au coffre. Stéphane resta assis, anéanti. Il savait que j'avais raison. Ce soir-là, nous dormîmes dos à dos, séparés par un fossé immense. Les jours suivants, une guerre froide s'installa. Je coupai les vivres à Stéphane, ne lui laissant rien pour ses déjeuners ou ses cafés. Au bout de 3 jours, il craqua, humilié de devoir refuser les sorties avec ses collègues. Mais le vrai ennemi n'était pas lui. 3 jours plus tard, une voiture s'arrêta devant l'atelier. Léo, en costume gris brillant, et Chloé, en robe de marque avec un sac Chanel, descendirent, se bouchant le nez comme si l'air de mon atelier était toxique. Ils entrèrent dans mon bureau vitré. Léo alla droit au but, Sandrine, pour la voiture. Tu pourrais l'acheter au nom de ton entreprise pour déduire la TVA. C'est un investissement, je signe des gros contrats, ça rapporte à tout le monde. C'est de la petite monnaie pour toi. De la petite monnaie? Je n'en revenais pas. Je répondis, Léo, sais-tu combien d'heures mes ouvrières doivent travailler pour cette somme? Chloé intervint, acerbe, arrête de pleurnicher. Tu es riche. Si Léo arrive en 2 CV, on se moque de lui. Si tu es radine, ne t'étonne pas qu'on ne t'invite pas. Sa voix portait. J'ouvris la porte du bureau en grand. Écoutez tous. Monsieur le docteur ici présent a étudié 13 ans avec mon argent, ne m'a pas invité à son mariage par honte, et vient maintenant me demander 100 000 € pour une Mercedes. Qu'en pensez-vous? L'atelier se tut, puis les murmures commencèrent. Les regards méprisants des ouvrières transpercèrent Léo. Chloé, furieuse, tapa du pied, tu nous humilies devant tes employés? Je vais le dire à maman. Manon, ma chef d'équipe, se leva, acheter quoi? Un ingrat pareil, même couvert d'or, ça reste un ingrat. Léo, rouge de honte, tira Chloé vers la sortie. Avant de partir, Chloé me lança, tu vas le payer. Leur attitude désespérée me parut suspecte. Pourquoi cette urgence? J'appelai Nicolas, un vieil ami banquier. 2 jours plus tard, il me donna rendez-vous. Sandrine, prépare-toi. Ta belle famille de prestige, c'est du vent. Le père de Chloé a été viré pour malversation. La mère est accro au jeu. Ils sont endettés jusqu'au cou et trempent dans une pyramide de Ponzi. Ils ont besoin de Léo comme homme de paille pour attirer des investisseurs. La voiture, c'est pour la façade. J'étais glacé. Léo n'était pas seulement un profiteur, il était le dindon de la farce, une future victime qui allait finir en prison. Je voulais le prévenir, mais il ne m'écouterait jamais. Pendant ce temps, Léo, acculé par Chloé qui menaçait de divorcer s'il n'apportait pas la voiture, commit l'irréparable. Il copia des données confidentielles de son institut de recherche pour les vendre à un concurrent et obtenir du cash rapidement. Il pensait être malin. Le lendemain, la sécurité l'arrêta. Il fut licencié sur le champ et sommé de payer 75 000 € de dommages et intérêts sous peine de poursuite pénale. Cette nuit-là, Monique appela Stéphane en hurlant. « Sauve ton frère. Il va aller en prison. »
Il demande 75 000 euros. Dis à Sandrine de payer. Stéphane, blême, me tendit le téléphone. Je pris l'appareil. Maman, Léo a volé. C'est un crime. Je peux payer le lait de mon fils, mais je ne paierai pas pour un voleur. Monique m'insulta de tous les noms. Je raccrochai. Le lendemain matin, Monique et Léo, les ragards, étaient à genoux devant mon portail. Monique hurlait pour alerter le voisinage, jouant la comédie de la mère éplorée face à la belle-fille cruelle. Sandrine, pitié. Sauve-le. Je sortis, froide. Maman, levez-vous. Votre comédie ne marchera pas. Léo doit 75 000 euros parce qu'il a volé. Je ne suis pas une banque. La foule, d'abord compatissante pour la vieille dame, changea d'avis en entendant « voler ». Monique se jeta sur mes jambes. Stéphane sortit alors de la maison. Il vit sa mère harceler sa femme. Il vit son frère à genoux, sans dignité. Quelque chose se brisa en lui. Il écarta sa mère, ça suffit maman. Sandrine a tout donné pour cette famille. Elle ne doit plus rien. Léo est un adulte, qu'il assume. Je t'interdis de la tourmenter encore. Il me prit la main et nous rentrâmes, laissant sa famille dehors. Ce fut la fin. Léo alla voir sa belle famille. La porte resta close. La bonne lui tendit une enveloppe, une demande de divorce. Chloé et ses parents, eux-mêmes fraudeurs, ne voulaient pas d'un gendre avec un casier judiciaire. Léo s'effondra. Pour éviter la prison à son fils, Monique vendit sa maison en Provence pour une bouchée de pain. Ils remboursèrent l'Institut et Léo écopa d'une peine avec sursis. Ruinés, sans abri, ils louèrent une chambre insalubre en banlieue. Léo, grillé dans le monde académique, dut aller travailler sur les chantiers comme manœuvre. Ses mains de pianiste devinrent calleuses et sanglantes. Il mangeait des sandwichs bon marché, assis dans la poussière, se souvenant avec douleur de mes repas. Un an passa. La paix était revenue chez nous. Stéphane avait changé, il était devenu un vrai mari. Un soir, je vis une vieille femme devant l'atelier. C'était Monique, méconnaissable, vieillie de 10 ans. Elle me tendit un petit paquet en tissu. Sandrine. C'est 1500 euros. C'est tout ce que j'ai pu économiser en ramassant des cartons. C'est pour rembourser un peu. Pardonne-moi. Je refusai d'abord, mais devant son insistance, je les pris pour la soulager, me promettant de ne jamais les dépenser. Quelques jours plus tard, Léo vint me voir. Il était sale, maigre, vêtu d'un bleu de travail. Il tomba à genoux. Sandrine. Maman a fait un AVC. Il faut payer l'hôpital. Je t'en supplie, rends-moi les 1500 euros de maman. Je ferai n'importe quoi. Je vis dans ses yeux une détresse réelle. Je posai l'argent sur la table. Je te les prête. Mais tu vas me rembourser. J'ai besoin d'un manutentionnaire à l'entrepôt. C'est dur, c'est sale. Tu acceptes? J'accepte tout, dit-il. Il signa le contrat. Dès le lendemain, l'ancien docteur portait des cartons sous les colibets, sans se plaindre. Il travailla dur, remboursa sa dette, et proposa même des améliorations logistiques brillantes pour mon entreprise. 5 ans plus tard. Léo s'était relevé. Il avait monté sa propre société de logistique. Il épousa Manon, une de mes ouvrières, une fille simple et bonne. Lors de son mariage, modeste mais joyeux, il prit le micro et me pointa du doigt, celle que je dois remercier, c'est ma belle-sœur Sandrine. Elle m'a appris à devenir un homme. Je souris, serrant la main de Stéphane. J'avais été dur, mais j'avais sauvé mon frère. Et ce soir, je dormirai enfin le cœur léger.